BFM Business présente la grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Une personnalité qui s'exprime très rarement est notre invité ce soir, Benoît Cœuré. Il est le président de l'autorité de la concurrence. Bonsoir Benoît Cœuré. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous. Beaucoup de questions à vous poser. On va parler, vous avez taxé Apple, l'Europe a taxé aussi les GAFAM, il y a la question des droits de douane, est-ce que ça peut être une riposte, une monnaie d'échange? On reparlera, parce que ça y est, en tous les cas, on en reparle de nouveau, de TF1 M6, on a l'impression que le projet de fusion est relancé. On va rappeler que le 16 septembre 2023, c'est vous qui l'avez bloqué. Et puis 22, on viendra 22. Aussi, pardon 22, j'avais raison le premier coup. Donc le 16 septembre 2022. Et puis on parlera de la consolidation dans les télécoms. Est-ce que c'est là aussi reparti? Et puis les 100 jours de Trump, parce qu'on va rappeler que vous avez été membre du directoire de la Banque Centrale Européenne, que vous avez été à la Banque des Règlements Internationaux en charge notamment des monnaies numériques. Donc on va parler de crypto-monnaie, vous nous direz un peu comment vous voyez ce nouvel ordre mondial. Première question d'abord, Chine, Temu, vous avez vu les propositions du gouvernement pour essayer de contrer cette déferlance, ce tsunami chinois. Est-ce que c'est un sujet de concurrence? Est-ce que c'est un sujet pour vous? Est-ce que vous trouvez que la réponse est la bonne? Alors à ce stade, c'est pas un sujet de concurrence, ça peut le devenir. D'ailleurs, on peut nous saisir s'il y a des pratiques qui sont suspectes, il faut nous les signaler. Mais pour l'instant, l'angle du gouvernement que je soutiens tout à fait, c'est un angle d'équilibre commercial et puis un angle fiscal, tout simplement. Le payer les droits de douane, payer la TVA. Donc le gouvernement est dans son rôle, mais c'est pas de la concurrence. Mais quand vous voyez qu'il y a 600 millions de produits par jour qui débarquent. C'est quand même un raz-de-marée, encore une fois. Il n'y a pas un problème de concurrence. En plus, c'est essentiellement 3 plateformes. Oui, alors ça interroge la capacité de l'Europe à se défendre vis-à-vis des grandes économies étrangères. Donc là, il s'agit des vêtements, mais on va parler du numérique, et c'est exactement le même sujet. Et donc la capacité qu'a l'Europe à se protéger, à protéger sa souveraineté. C'est très important, c'est pas de la politique de concurrence, c'est autre chose. Alors vous, l'autorité de la concurrence, ça a été votre grand dossier tout récent. Vous avez sanctionné Apple. Et en même temps, donc, il y a la Commission européenne a aussi, dans le cadre, pour le coup, du DMA, a sanctionné Apple et Meta. Est-ce que vous avez le sentiment que ces sanctions, des sanctions qui sont des extorsions économiques, pour reprendre l'expression de Donald Trump, ces sanctions, c'est un moyen de riposter aux droits de douane? Et d'abord, pourquoi est-ce que vous avez sanctionné Apple? C'est très simple. Nous, on applique la loi française et européenne et on sanctionne les pratiques anticoncurrentielles. Qu'a fait Apple? Apple a utilisé le règlement général sur la protection des données, le RGPD, c'est-à-dire un impératif tout à fait respectable et légitime de protection des données des utilisateurs, pour introduire des mécanismes de consentement à l'utilisation des données dans le magasin d'applications qui, en réalité, créent de la confusion pour l'utilisateur, ne sont pas nécessaires et ne sont pas proportionnés au regard du RGPD, et ont créé un déséquilibre entre les applications produites par Apple lui-même et les applications tierces hébergées sur le magasin d'applications. Donc au détriment de l'Apple Store. Au détriment de tout l'écosystème des fabricants d'applications, dont certains sont français, il y a beaucoup de start-up françaises dans l'histoire, et particulièrement des plus petites, qui sont celles qui sont vraiment dépendantes de l'accès aux données pour la publicité et pour leur survie économique. Donc on est dans une pure problématique de concurrence. C'est pas une taxe, c'est une sanction, donc 150 millions d'euros. À rapporter, c'est peu à l'aune d'Apple, aux 400 milliards d'euros de bénéfice mondial d'Apple. Ça relève plus de l'avertissement que ces pratiques anticoncurrentielles doivent cesser et qu'on ne peut pas s'abriter derrière la protection des données pour avoir des pratiques qui en réalité sont anticoncurrentielles. Alors, voilà ce que c'est. Vous avez vu, donc cette fois-ci, c'est dans le cadre du DMA. La Commission européenne a sanctionné Apple pour 500 millions d'euros cette fois-ci, et Meta pour 200 millions d'euros. Donc, Donald Trump, il parle d'extorsion économique. Mais est-ce que vous pensez que ça peut être
un moyen de riposte pour l'Europe face à la guerre commerciale? Mais pas du tout. Pourquoi ? Parce que pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? Les sanctions de l'autorité de la concurrence ou le DMA, donc qui est le règlement sur les marchés numériques, on fait ça pour les utilisateurs, on fait ça pour préserver la concurrence sur le marché, préserver l'innovation, permettre à l'écosystème de la tech européenne de se battre à armes j'ose pas dire même égales, plus égales, moins inégales, avec ces grands acteurs. Si on se met à politiser les sanctions, le droit de la concurrence ou à politiser le DMA, les premiers qui vont souffrir, c'est les entreprises, c'est les consommateurs. Et en plus, on a d'autres instruments pour ça. On a non seulement les instruments traditionnels, il y a déjà une riposte douanière qui a été repoussée, mais qui existe. Il y a des instruments nouveaux comme le règlement sur les subventions étrangères, qui permet vraiment de cibler des entreprises étrangères qui auraient reçu. Donc on a les outils. Et on a un instrument nouveau qui est très puissant, qui n'a jamais été utilisé, qui s'appelle l'instrument anti-coercition. Qui vise vraiment, qui est un peu une sorte qui est une arme un peu nucléaire qui permettrait de sanctionner très lourdement les entreprises américaines. Donc chacun. Sur la base de quoi ? Sur la base d'actions hostiles vis-à-vis de l'économie européenne. C'est un instrument anti-coercition. Donc tout ça a été pensé. Il y a des instruments de riposte. Je vous rappelle un épisode qui était il y a une dizaine d'années, quand les grandes banques européennes et particulièrement françaises ont été sanctionnées par les autorités américaines. Voilà. Et donc à ce moment-là, tout le monde disait oui, mais on était à la place de Trump, si vous voulez. On disait tout ça, c'est de la politique. Ils veulent mettre à genoux nos banques. Et les Américains disaient pas du tout. J'applique la loi, etc. Donc on est maintenant à front renversé. Essayons d'éviter de politiser tout ça. Moi, j'applique la loi. S'ils ne sont pas contents, ils vont à la Cour d'appel de Paris. Ils y vont, d'ailleurs, ils y vont tous. Là, c'est le cas, là, pour rappel. Le délai d'appel n'est pas écoulé, donc on ne sait pas encore. D'accord, donc pour l'instant, vous n'avez pas de réponse. Non, mais s'ils souhaitent le faire, ils le feront. C'est quand la fin du délai ? Alors ça va être 3 mois après la décision, donc on le saura assez vite. Mais je veux dire, on est dans l'état de droit, on applique l'état de droit. Si on se met à politiser tout ça, on rentre dans l'arbitraire et ceux qui vont souffrir, c'est ceux qu'on cherche à protéger ici, c'est les start-up françaises, les PME françaises. Mais rapidement, Benoît Cœuré, est-ce que l'autorité de la concurrence, que ce soit vous, que ce soit au niveau européen, est-ce que vous êtes peut-être les épées, les fers de lance contre Donald Trump, en fait ? On n'est pas contre Donald Trump parce qu'on ne fait pas de politique, mais on est là effectivement pour assurer. On est là pour défendre quand même. On est là pour défendre les entreprises françaises, bien sûr, et les entreprises européennes quand les rapports de force sont inégaux. Et c'est évidemment le cas dans la tech, d'où toutes les sanctions que nous avons prises. Là, c'est Apple, mais on a sanctionné Google, on a sanctionné Meta, et la Commission européenne le fait aussi. Donc oui, bien sûr, on sert à ça. Est-ce que vous êtes sollicité en ce moment ? Est-ce que vous avez la pression ? Est-ce que le gouvernement vous dit, attends, il faut vraiment regarder de là très très fort ce qui se passe avec Trump, avec les États-Unis et la Chine ? Le gouvernement non, mais les entreprises oui. Les entreprises oui. On est dans un climat de grande incertitude, de grande instabilité mondiale. Le respect combattre à armes égales, c'est très important. Donc oui, les entreprises viennent nous voir. Donc vous êtes très sollicité. Oui, bien sûr. Alors il y a un dossier qui revient un tout petit peu. Donc c'est le dossier TF1 M6. On reparle de la fusion. On s'en souvient, donc je le disais, c'est le 16 septembre 2022. Les groupes abandonnaient en fait ce projet de fusion parce que vous aviez mis des telles conditions que ça n'avait plus aucun sens. Rodolphe Belmer, à un petit déjeuner devant des journalistes, a dit que ça avait toujours un sens en termes de problème de concurrence. Et Bertelsmann, qui est le propriétaire de M6, a dit lui aussi que ça avait toujours un sens. Il a dit que il souhaitait à nouveau étudier cette faisabilité d'un rapprochement avec la filiale de Bouygues dans un contexte de régulation
européenne jugée plus favorable. Est-ce que pour vous, est-ce que si ce projet revenait devant vous, est-ce que l'évolution des marchés publicitaires de la télévision et du digital, est-ce que vous estimez que les conditions ont changé lorsqu'on voit la publicité sur YouTube, qui était un peu le mouton noir, l'objet de ce projet de fusion? YouTube, je regarde les chiffres, c'est plus 10,3% d'augmentation sur le premier trimestre 2025, 8 milliards, près de 9 milliards de dollars pour YouTube. Est-ce que vous vous dites, ouais, ok, là maintenant, ça a beaucoup évolué? Bon, personne ne m'a saisi sur le sujet, et je voudrais quand même rappeler, et je ne dis pas ça pour Rodolphe Belmer ou pour Thomas Rabe, parce qu'ils le savent très bien, d'ailleurs ça aurait été bien qu'ils le disent, que pour que cette opération se fasse, il faut changer la loi. Il faut changer la loi, puisqu'il y a un verrou de 5 ans. M6 ne peut pas être vendu dans les 5 ans après son autorisation. Et donc, tant que la loi n'a pas changé, cette opération ne peut pas se faire. Ou en tout cas, il faut attendre 2028. Donc voilà, chaque chose en son temps. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Que le Parlement se demande si c'est une bonne idée de changer cette loi pour autoriser ce genre d'opération. Ça, c'est une discussion politique. Et moi, je viendrai après, c'est-à-dire que si le contexte législatif change, on regardera si le contexte économique et de concurrence a changé. Mais pour l'instant, la question n'est pas celle-là. D'accord, vous dites, voilà. on a compris. La question n'est pas celle-là. Aujourd'hui, cette opération n'est pas possible. Oui. Et ce n'est pas de la faute de l'autorité de la concurrence, c'est parce que c'est pas possible, ça serait contre la loi. Ok. À supposer que la loi évolue. Est-ce que vous êtes prêt à faire évoluer les règles de concurrence, la taille du marché, le marché pertinent, pour reprendre votre expression? Est-ce que là, quand vous observez quand même l'évolution des marchés publicitaires, télévision et digitaux, en disant, oui, depuis 3 ans, ça a changé? Je ne sais pas, ça change, mais ça change lentement, et ça change, on l'avait bien reconnu d'ailleurs dès 2022, que le paysage changeait. Est-ce que ça change assez vite pour justifier un changement d'analyse, notamment sur le marché de la publicité, sur la télévision gratuite, puisque c'est là que ça se jouait. La question, c'est de savoir si, quand vous lancez un parfum ou quand vous lancez une voiture, c'est pareil de la lancer sur YouTube ou de la lancer au journal de 20h. Oui. Bon, ça, c'est pas nous qui répondons à ça, c'est aux annonceurs, aux entreprises de nous le dire. Si on est saisi, on leur reposera la question, on verra ce qu'ils nous disent, je n'en sais rien. Mais est-ce qu'il ne faut pas changer les règles de la concurrence, enfin le marché pertinent, parce que la pub digitale aujourd'hui, la pub TV, c'est quasiment le même marché, c'est le même marché aujourd'hui. Ça vous paraît évident, mais c'est pas ce que nous ont dit les annonceurs et les entreprises quand on leur a posé la question. Alors certes en 2022 ou en 2021 même. En 2025, oui. Il faudrait leur reposer la question, et s'il faut, on leur reposera. Mais ce que je veux dire ici, c'est que c'est pas en changeant les définitions de marché, c'est un concept abstrait des juristes et des autorités de concurrence. Ce qui compte pour moi, c'est la réalité du marché, c'est pas la définition du marché. Mais est-ce que vous reconnaissez quand même que ça a évolué, que les marchés ont évolué? Bien sûr qu'ils évoluent. La question, c'est est-ce qu'ils évoluent dans ce sens-là? Est-ce qu'ils évoluent suffisamment vite pour que la définition du marché ait changé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une question pratique. C'est pas une question théorique, et encore moins une question politique. Oui, on a dit qu'on a. Oui, bon, vous connaissez leurs arguments, ce qu'ils vous ont dit, quoi, en disant, mais vous mesurez pas la vitesse à laquelle ça change. En fait, on le mesure. On le mesure très bien. On l'avait mesuré à l'époque de manière très quantifiée, et puis en faisant des tests de marché, etc. Et s'il faut, on le refera. Mais oui, on le mesure. Donc, est-ce que vous êtes étonné, pour conclure là-dessus, sur ce dossier, est-ce que vous êtes étonné que ça revienne sur le tapis? Je suis étonné que ces grands professionnels de l'information mettent la charrue avant les bœufs et parlent de l'analyse concurrentielle avant de parler de la question de est-ce qu'il faut changer la loi ou pas, qui est une question pour les politiques. Voilà. On sent que la tension est toujours là. Alors justement, à propos de tension, on va changer d'un autre secteur aussi où ça bouge beaucoup, vous avez un rôle clé. C'est la fameuse consolidation des télécoms en France. C'est vrai au niveau européen, bien sûr, mais est-ce qu'il faut passer, est-ce que ça va arriver de 4 opérateurs à 3 opérateurs? On sait que SFR, qui appartient donc à Patrice Drahi, est en pleine restructuration, qu'il y a des interrogations sur l'avenir des SFR. Et on a entendu Christelle Edman, la directrice générale d'Orange, en disant mais il faut qu'on puisse investir dans les réseaux, dans les infrastructures. Quelle est la position du président de l'autorité de la concurrence?
Eh bien, moi, je suis le président de l'autorité de la concurrence. Pardonnez-moi de la comparaison, mais il est toujours un peu comme saint Thomas, c'est-à-dire qu'il croit ce qu'il voit. Donc, qu'on me montre un dossier, que je comprenne à qui SFR est vendu, selon quelle modalité, est-ce que c'est tout SFR ou une partie de SFR, qui l'achète, et à ce moment-là, je pourrais vous répondre. Honnêtement, aujourd'hui, je n'ai aucune idée de la réponse. Mais est-ce que, quand même... Ça dépend de l'opération. Oui. C'est une question industrielle. Il y a d'abord un projet industriel. Oui. C'est ça la beauté de cette discussion. Il faut que ça vienne d'un projet industriel. Et ensuite, on verra. Mais il y a aussi, en sous-jacent, c'est ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, c'est de dire on peut autoriser une consolidation dont il faut voir les modalités, évidemment, mais si ça permet des investissements dans les réseaux et dans les infrastructures. Oui, ça fait partie des questions que tous ces acheteurs potentiels viennent me voir, et puis qu'ils aillent voir le gouvernement aussi, parce que c'est aussi une question de politique industrielle et ça intéresse tout le monde, et qu'ils expliquent en quoi cette fusion, selon les modalités qu'il prévoit et que je ne connais pas parce que je n'ai rien vu. Vous n'avez pas du tout testé, sollicité? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est très prématuré. Toute petite parenthèse, Benoît Cœuré, c'est que vous rendez des avis, vous avez des positions, on a vu parfois assez fermes et un peu, qui font beaucoup de bruit, mais très souvent vous êtes sollicité, c'est-à-dire c'est juste des chefs d'entreprise qui vous disent tiens, voilà ce que j'ai comme projet, c'est quoi votre position, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je les encourage à le faire. Ça ne vaut pas décision. C'est important pour moi de prendre le pouls de la vie économique et de la vie industrielle du pays et de savoir quelles sont les stratégies des entreprises. Donc bien sûr, si je ne voyais pas les chefs d'entreprise, on me le reprocherait. Mais ça n'a rien à voir avec l'instruction des décisions de l'autorité qui suit des processus qui sont fixés dans la loi avec des garanties pour les entreprises. Ouais. On ne va pas changer ça. Je reviens sur la consolidation des télécoms. À supposer qu'on vous présente un projet de consolidation, quels seraient pour vous les critères clés? On vous dit, d'accord, ça va nous permettre d'investir dans les réseaux et tout, mais en même temps, j'imagine que vous allez dire, oui, mais quid pour le consommateur? Est-ce que je ne sais pas, il faudrait des garde-fous pour des consommateurs, pour protéger les consommateurs. Comment est-ce que vous... Bien sûr. Alors, quand on dit consommateurs, c'est souvent des entreprises, les consommateurs. Parce que souvent, mais pas que, c'est aussi vous, moi. Vous m'avez parlé de TF1 M6. Ce qui nous souciait à l'époque, c'était le prix de la publicité à la télé. C'est les entreprises qui la payent. Donc, les consommateurs, entre guillemets, c'était les entreprises françaises qui ont besoin de faire de la publicité pour leurs produits. C'est à eux qu'on pensait. C'est aussi les gens qui utilisent leur téléphone, leur mobile. Alors dans ce cas-là, certainement, ça sera aussi ça, mais il y a aussi des services pour les entreprises dans le téléphone. Donc là aussi, les clients, ça sera les entreprises, sur la téléphonie pour les entreprises. Donc, mais il faudrait des garde-fous. On regarderait, s'il y avait un tel projet, on regarderait marché par marché. C'est pas compliqué en fait. Ce qui est compliqué, c'est de mesurer. Conceptuellement, c'est pas très compliqué. On va regarder quelle est la part de marché du nouvel acteur sur différents marchés et voir si ça pose des problèmes de concurrence et s'il y a des manières de les limiter. Je ne peux pas vous en dire plus parce que j'ai vu aucun de ces projets. Ouais. Et tel que vous regardez, en regardant BFM Business par exemple, ça vous paraît jouable? Ça dépend du projet, Donc, d'une certaine manière, le fait que nous ayons cette discussion sur ce plateau montre qu'il y a une discussion à avoir. Voilà, je ne viens pas vous dire, il n'en est pas question, c'est pas possible. C'est intéressant. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Ah non, bien compris. Mais ça dépendra complètement des mérites du projet, et je n'ai vu aucun de ces projets, honnêtement. La politique de la concurrence, cette fois-ci européenne, a été très très critiquée en disant, par les télécoms, aussi par d'autres secteurs, en disant en fait, ça ne fait que protéger le consommateur. Enfin, en tous les cas, c'était ça un peu le diktat de la politique de la concurrence européenne. Mais du coup, on a des petits groupes au lieu d'avoir des géants pour lutter contre les géants américains ou les géants chinois. Est-ce que ce changement de politique, vous le contestez, vous le confirmez ou vous l'infirmez? Mais je pense qu'il faut des grands groupes européens. Et s'il n'y a pas de grands groupes européens, c'est très bien expliqué dans le rapport de Mario Draghi, par exemple. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est pas parce qu'il y a trop de concurrence, c'est pas du tout ça que dit Mario Draghi. Mario Draghi dit s'il n'y a pas de grands groupes européens, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de marché unique et que chacun reste dans son précaré national et particulièrement dans les télécoms.
dont on vient de discuter, le marché reste national et ça empêche l'émergence de champions européens. Donc la priorité, c'est d'abaisser ces barrières, de créer un vrai marché européen des télécoms. Enrico Letta dit toujours, comment se fait-il qu'on parle du marché unique? Il faut toujours faire le 33 pour appeler en France, le 49 pour appeler en Allemagne, le 39 pour appeler en Italie. Il résume ça très très bien. Est-ce que l'IA bouscule en fait complètement les règles de concurrence? Comme le marché des télécoms, comme... Oui, ça crée des nouveaux risques. L'intelligence artificielle, oui. Ça crée des risques assez importants parce que l'IA, le risque qu'on a vu, d'ailleurs on a publié une étude, un avis sectoriel là-dessus en juin de l'an dernier, donc il y a presque un an. Le risque qu'on voit, c'est que pour la première fois, on a une évolution technologique majeure qui ne se fait pas dans un garage ou dans une cuisine, mais qui est faite par des acteurs déjà en place, qui ont déjà la main sur des montagnes de données, des montagnes de cartes graphiques et du personnel extrêmement qualifié et surtout beaucoup d'argent. Et donc on a toute la recette d'un accident de concurrence, puisque on a une innovation qui est contrôlée par les acteurs déjà en place. Il faut être. Moi, j'ai foi dans la technologie. Moi, je suis ingénieur de formation. Je suis pas juriste. Je suis ingénieur. Et je pense que la technologie va nous aider. C'est-à-dire que ce qu'on a vu avec DeepSeek, notamment, c'est qu'il y a des voies possibles avec des modèles plus petits, des manières plus innovantes et parcimonieuses d'utiliser les cartes graphiques ou la capacité de calcul ou le cloud. Et donc, c'est pas cette idée que l'IA va être dominée par les grands acteurs, c'est pas inévitable et c'est la technologie qui va nous aider. Mais si ça arrive, il faudra que la concurrence s'en occupe. Ça, c'est sûr. D'accord. Ok. Et c'est quelle échéance? On regarde déjà. Ouais, vous êtes déjà dessus. Bien sûr. On le sentait. Je le disais, Benoît Cœuré, au début de cet entretien, vous avez été membre du directoire de la Banque Centrale Européenne. Vous êtes un des grands économistes spécialisés dans les systèmes monétaires internationaux, ou le système monétaire international. Vous avez été à la Banque des règlements internationaux, où vous avez été occupé de crypto-monnaies. C'est les 100 jours de Trump aujourd'hui. Il y a un nouvel ordre mondial qui est en train de se dessiner, notamment un nouvel ordre monétaire. Il a aussi déstabilisé le président de la Fed. Comment est-ce que vous observez, je parle à l'ancien membre du directoire, la BCE, comment vous observez ce qui se passe et surtout, où sont vos inquiétudes? Alors, si on replace ce qui se passe dans la profondeur de l'histoire du système monétaire international, c'est passionnant. J'en profite d'ailleurs pour rendre hommage à un grand économiste vraiment spécialiste de ces questions, Michel Aglietta, qui nous a quittés la semaine dernière et qui était vraiment une intelligence lumineuse sur ces questions, y compris sur les aspects technologiques d'ailleurs. Et quand on est à l'université, on apprend ce qu'on appelle le paradoxe de Triffin. Alors, qu'est-ce que c'est que le paradoxe de Triffin? C'est le fait que les États-Unis, pour que leur monnaie soit la monnaie mondiale, pour que le dollar soit la monnaie mondiale, ont besoin que tous les étrangers achètent des dollars. Et pour ça, ils ont besoin d'avoir un déficit des paiements courants. Et c'est comme ça que ça fonctionne depuis le début des années 70, et même depuis la Seconde Guerre mondiale, en réalité, dans le système de Bretton Woods. Or, plus ils ont ce déficit courant, et plus il y a un risque qu'on perde confiance dans le dollar. Et donc Triffin disait, ce système n'est pas stable, parce qu'un jour, tout le monde va perdre confiance. Ce qui est absolument fascinant, c'est que c'est ce qui est en train de se passer, mais sauf que c'est les Américains eux-mêmes qui ont déclenché la crise. La crise, c'est pas les Chinois qui achètent d'acheter du dollar. Enfin, peut-être qu'ils le feront quand même. Mais la crise, elle vient de l'administration Trump. Donc les Américains ont déclenché eux-mêmes quelque chose qui est en train de scier la branche monétaire sur laquelle ils sont assis, c'est-à-dire de mettre en cause le rôle international du dollar. Donc c'est très étonnant. Quelles conséquences pour nous ? C'est une chance pour l'Europe et particulièrement pour l'euro, c'est-à-dire c'est la chance d'accélérer l'émergence du rôle international de l'euro. Oui, mais en même temps, pour l'instant, c'est quand même... alors vous me direz, avant c'est les 70%, maintenant c'est 60% des transactions qui sont en dollars, ça reste quand même largement majoritaire. Et certains disent, non, attendez, c'est la chance pour le yuan, pour la monnaie chinoise. Ça, j'y crois pas du tout parce que je pense que c'est pas la Chine a ses propres problèmes économiques et ils ont aujourd'hui une politique claire qui est de contrôler l'ouverture. Il n'y a pas une politique d'ouverture à tout craint de l'économie chinoise. Ils veulent stabiliser leur économie. Donc le rôle international du yuan, c'est pas vraiment leur priorité. Mais pour l'Europe, il y a une chance à prendre à condition de fournir
des euros au monde, et pour ça, il nous manque quelque chose qui est le marché de la dette. Hein, on n'a pas le même marché de la dette en Europe qu'aux États-Unis. Donc, si... Pourtant, Dieu sait qu'on est endetté. Oui, la France, oui. Mais c'est un peu paradoxal. Oui, là, en France, on est très endetté, mais en Europe, on l'est moins. On l'est moins, parce que les autres pays gèrent mieux leurs finances publiques que nous. Ouais. Et donc, si on avançait sur la création d'un marché de la dette européenne, on pourrait saisir cette chance de faire de l'euro une très grande monnaie internationale. Ouais, et à court terme, là, inquiétude, crise de liquidité ou pas ? Inquiétude, oui, c'est vrai que les attaques contre la Fed sont préoccupantes. Et je vais vous dire, ça me préoccupe d'une manière plus profonde, parce que ce qui s'est passé ces dernières semaines aux États-Unis, c'est finalement, on voit que ce qui a fait peur à l'administration Trump, c'est les marchés financiers. C'est le marché obligataire. Il a failli avoir un crack obligataire. Voilà, c'est le marché obligataire. Vous me confirmez. Alors nous, en Europe, on connaît ça très bien. Hein. Ouais. Ça nous est arrivé malheureusement en 1992, puis à nouveau en 2000, pendant la crise de la zone euro, en 2010, etc. Mais d'un point de vue démocratique, c'est un peu triste de voir que si l'ultime gardien de la paix et garant de la stabilité dans le système, c'est les marchés financiers. C'est un peu une défaite, je trouve, de la démocratie. Donc, c'est pas très satisfaisant. Un mot quand même pour conclure sur les crypto-monnaies, sujet que vous connaissez très bien, la monnaie numérique, puisque c'est même vous qui avez planché là-dessus pour savoir s'il fallait une monnaie numérique européenne. Vous avez vu les crypto-monnaies, on a presque l'impression que ça va être complètement boosté par Donald Trump, qui a créé sa propre crypto. Mais pour vous, est-ce que c'est une opportunité, là, une vraie opportunité pour les crypto-monnaies ? Oui, je pense qu'il faut pas être hostile aux crypto-monnaies en soi. Là encore, hein, l'innovation technologique peut être très bonne. Ça permet notamment ça a permis des améliorations dans les systèmes de paiement qui sont vraiment intéressantes, notamment les paiements internationaux, hein, qui étaient vraiment très très rouillés. Ça a permis de secouer tout ça. Ça, c'est une bonne chose. Il faut protéger les investisseurs. Il faut protéger la stabilité financière mondiale. Et pour ça, le modèle qui semble se dégager aux États-Unis, qui est de tout miser sur ce qu'on appelle, alors pardon du jargon, hein, les stablecoins. Oui, mais ici on connaît bien. C'est-à-dire des crypto-monnaies garanties par un panier d'actifs liquides, par exemple des dollars. Ça m'inquiète parce que c'est de la monnaie privée, commerciale, et il n'y a pas de garantie de stabilité de la Banque centrale. Et donc la solution, me semble-t-il, c'est l'euro numérique, au centre d'un système où il y aura toutes sortes de solutions privées, bien sûr, crypto-monnaie, amélioration des systèmes de paiement comme Wero, dont on parle beaucoup en ce moment. Sûr, tout ça, c'est très utile, mais je crois qu'il faut que notamment les banques européennes, qui sont parfois un peu défensives sur ces questions, comprennent qu'il y a une complémentarité entre un euro numérique au centre du système qui assure la stabilité, et ensuite une floraison d'initiatives privées, que ce soit des cartes de paiement ou des crypto-monnaies. C'est ça l'avenir pour moi. Ouais. Vous avez vu que là, la Grande-Bretagne est en train de réglementer ces crypto-monnaies. Donc, alors l'Europe l'a fait. Alors on l'a fait avant les autres, oui, notamment avec MiCA. Oui. Et je crois que l'autorité des marchés financiers en France a été franchement pionnière pour développer de manière sûre et sécurisée le marché de la crypto. Est-ce que vous estimez que tout est mauvais dans les 100 jours de Trump, Benoît Cœuré? Ou alors, vous vous dites, en tant qu'économiste que vous êtes réputé, est-ce que vous dites, il y a quand même, il a secoué, il a secoué, alors peut-être qu'il a scié la branche sur laquelle les États-Unis, enfin le dollar est assise, mais en tous les cas, il a secoué quand même, il a remis un peu, il y avait des problèmes dans le cœur de... dans l'ordre économique. Oui, non, il a secoué d'une manière qui est parfois un peu surprenante et qui sera peut-être pas toujours très fructueuse, mais il faut voir que sur des points essentiels comme la relation avec la Chine ou la fin du libre-échange mondial, finalement, il est en fait pas très différent de Biden. Donc il y a de l'excès, mais on est dans des tendances lourdes. Il n'y avait pas la violence avec Biden. Il n'y avait pas la violence et il n'y avait pas le mépris de l'état de droit, qui est quelque chose qui est très préoccupant. Ouais. Mais sur les tendances de fond vis-à-vis de la mondialisation, je pense que Trump est en fait pas très différent de Biden. C'est vraiment une tendance de fond. Ouais. Merci beaucoup, Benoît Cœuré. Il faut venir plus souvent nous voir. Président de l'autorité de la concurrence, on a compris beaucoup de sujets, notamment sur l'aspect du dollar, mais aussi en disant que c'est une chance pour l'euro. Mais aussi que si TF1, M6, ça revenait chez vous, pourquoi pas, mais il fallait d'abord aller voir les gouvernements pour changer la loi, ou le Parlement, et puis que dans les télécoms, là aussi, on ne lui a rien proposé, mais vous êtes prêts à regarder. Merci, Benoît Cœuré, d'avoir été avec nous tout de suite. Guillaume Paul et ses experts.
La grande interview sur BFM Business.